Bon, voilà, il est 14h05, du coup on va commencer. Les derniers arrivants vont arriver au fur et à mesure. Donc je me présente, je suis Justin Chambrelin, je suis pour l'instant en charge de l'animation du nouveau PNA Pigrièche qui est sorti cette année, là, tout récemment, il y a quelques semaines, et qui court pour une période de 10 ans. Donc moi je suis à la LPO France dans le service protection des espèces qui a en charge notamment l'animation de plusieurs PNA oiseaux à l'échelle nationale. On a aussi quelques programmes live qui sont accolés à ces PNA et puis la gestion de certains réseaux espèces. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous faire découvrir ce nouveau PNA qui, comme je le disais, vient de sortir. Juste quelques consignes pour que tout se passe bien. On est nombreux, donc je vais vous demander d'être vigilant sur notamment les micros, à bien les laisser couper. On aura des temps d'échange qui sont prévus. Donc les deux premiers temps d'échange, l'idée c'est de reprendre des questions qui seront dans le chat pour vous y répondre. Et puis ensuite, à la fin, pour pas trop déborder, on vous laissera un temps d'échange probablement libre avec les micros en fonction de l'heure qui sera. Pour ce faire avec ce webinaire, donc l'introduction se fera par Norbert Lefranc, qui est un des spécialistes mondiaux des pie-grièches et probablement le spécialiste national des pie-grièches. Et puis je serai accompagné de Frédéric Azara de l'ADREL Auvergne-Rhône-Alpes, qui est lui coordinateur du plan national d'action, qui nous rappellera un petit peu la politique PNA, ce PNA Pigrièche au sein de cette politique PNA, et puis qui animera aussi les temps de questions. Donc on va commencer par une présentation des pie-grièches et de la conservation des pie-grièches par Norbert Lefranc. Donc Norbert, je vais te laisser la parole. Il faut savoir que c'est Norbert Lefranc qui est auteur de ce fameux livre, Les pie-grièches du monde. Oui, bonjour à tous. Mon micro est allumé, oui. Être invité aujourd'hui pour cette introduction épigrièche est à la fois un honneur et un plaisir. Shrikes of the World, oui, j'en profite pour vous dire que le premier livre sur les pigrièches du monde a été réalisé par un autre Français en 1944. C'est un livre remarquable pour l'époque. Le français, c'était l'ornithologue Georges Olivier. Livre publié à Rouen, édition Le Cerf. Suivante. Ouais. Là, vous avez rapidement le menu du petit exposé. Le programme est chargé, ça va être assez rapide. Je vous invite à lire les commentaires quand il y en a sur les diapos. Donc, les caractéristiques, l'isolement écologique des pigrièches en France, l'essor des études et quelques souvenirs sur une pigrièche qui a niché pour la dernière fois en 2019. C'est la pigrièche à poitrine rose. Suivant. Alors, les caractéristiques des pigrièches, la morphologie. Là, vous avez une pigrièche grise, une sous-espèce de la pigrièche grise, inféodée aux îles Canaries. Alors, facile à reconnaître, les pigrièches, bec crochu, allure de rapace en miniature, masque noir sur les yeux, allure de bandit de grand chemin, pas de problème, c'est une pigrièche. Suivant. Combien d'espèces? Eh bien, dans le monde, il y a 32 espèces du genre Lanius.
6 espèces nichent en Europe et 4 espèces en France. Donc, vous savez qu'on a eu jusqu'à 5, qu'on a eu 5 jusqu'en 2019. À droite, vous avez un petit mélange de pygrièches asiatiques et africaines. Photo suivante. Les pygrièches de France, Justin vous en dira beaucoup plus tout à l'heure. Simplement une petite remarque sur les tailles, 17 cm à 25 cm. Et le bec aussi, la taille peut varier, ce qui est important pour justement la sélection des proies et un certain isolement écologique entre les espèces. Photo suivante. Les habitats des pygrièches, ce sont toujours des milieux semi-ouverts, des milieux intermédiaires entre la forêt dense et le milieu totalement ouvert comme un champ de céréales par exemple. Là, vous avez des milieux typiques pour les pygrièches dont vous avez les photos. Par exemple, en bas à gauche, vous avez un milieu typique pour la pygrièche à tête rousse dans le Grand Est, un verger pâturé. Il faut insister sur l'importance des perchoirs. Sans perchoir, pas de pygrièche. Et la plupart des proies sont prises au sol. Suivant. Les lardoirs, c'est une des caractéristiques des pygrièches et qui leur ont valu une mauvaise réputation à certaines époques. Le genre Lanius, elles appartiennent tous au genre Lanius, et Lanius signifie boucher. Vous voyez, tout de suite. Et il y a juste un petit truc là que je vais obliger de défausser. La fonction des lardoirs, tout d'abord mettre en réserve des proies qui seront disponibles par mauvais temps lorsque elles sont plus difficiles à trouver, les insectes notamment. Stocker et fixer de grosses proies pour mieux les dépecer. Et au moment de la formation des couples, les mâles aiment bien décorer leur territoire de proies bien visibles pour, bien sûr, attirer davantage les femelles, pour leur faire comprendre la valeur du territoire et la valeur du partenaire potentiel. Photo suivante. L'organisation sociale, eh bien, ce sont des espèces monogames en principe, sauf exception, et pas forcément fidèles par contre, comme cela a pu être démontré pour de nombreuses espèces. Le comportement est très territorial et la taille du territoire varie selon les espèces. Pour l'écorcheur, entre 1,5 hectares et 3 hectares, et pour la pygrièche grise, entre 25 et 100 hectares à peu près. Cela dépend de la valeur du milieu, de la qualité du milieu, et notamment de la richesse en nourriture. En principe, il y a une seule couvée, un nid de remplacement en cas d'échec dans la plupart des cas, mais pas toujours, notamment pour certaines espèces comme la pygrièche grise. Photo suivante. Les migrations. Donc, sur nos 5 espèces, 3 espèces sont migratrices au long cours. Là, vous avez l'exemple pour la tête rousse et l'écorcheur. En orange, l'aire de répartition mondiale, et en bleu marine, l'aire d'hivernage. Et en violet, donc, les secteurs où l'espèce peut être aperçue lors des migrations. Pour le pygrièche écorcheur, notez quelque chose d'intéressant. C'est une espèce qui a une véritable migration en boucle. Les populations d'Europe n'ont pas le même trajet à l'aller et au retour. Vous voyez, ce qu'on appelle une migration en boucle. Les flèches vous l'indiquent clairement. Photo suivante. L'isolement écologique. Oui, j'ai pris un exemple facile, écorcheur et pygrièche grise. Toutes les proies qui sont sur cette diapo peuvent être capturées par l'une comme par l'autre. Cependant, statistiquement, il est clair que la pygrièche grise, elle capturera davantage de microvertébrés que la pygrièche écorcheur. Elle a un bec plus puissant, elle est de taille plus importante aussi. Et une de ses proies principales, c'est le campagnol des champs, et cela en toute saison. Photo suivante. L'isolement écologique par les habitats.
Exemple ici, la Pygriache à poitrine rose et la Pygriache méridionale. Les deux photos à gauche, celle pour la poitrine rose et celle pour la méridionale, ont vraiment été prises à 2 km de distance. Vous voyez, pour la Pygriache à poitrine rose, elle a besoin de grands arbres. Et elle est très attirée par des secteurs de sol nu, des plages de sol nu, comme les vignobles. Et la Pygriache méridionale, elle aussi peut être intéressée par des vignes, il y a plein de piquets, mais il lui faudra absolument des buissons, quel que soit le milieu fréquenté. Elle a différents types de milieux, le milieu agricole, mais d'autres aussi. Et en bas à droite, vous avez un site de nid dans la plaine de Crau, dans la réserve naturelle nationale des Coussous de Crau. Donc, isolation assez nette en ce qui concerne les habitats. Chaque espèce choisit son habitat selon des critères différents. Photo suivante. À l'aire de répartition, bon, encore pris un exemple simple, la Pygriache grise à gauche et la Pygriache méridionale à droite. À la Pygriache grise, elle est soumise à une niche climatique plutôt d'inspiration boréale, si on peut dire, et la Pygriache méridionale, ma foi, porte bien son nom. Là, ce sont des données qui datent de 2005-2012, qui ont paru dans l'Atlas de 2015. Malheureusement, cité en passant, tous les points rouges, enfin la plupart des points rouges que vous avez dans le Grand Est et dans le Jura, se sont malheureusement éteints. Et donc, cette population de Pygriache en France risque bientôt d'être limitée au Massif central. Donc, tendance pour la Pygriache grise de remonter vers le nord, enfin son aire de répartition monte vers le nord, et en altitude, ce qui est dans le cadre dans le Massif central. Pas de problème pour la Pygriache méridionale. Théoriquement, elle devrait éteindre son aire de répartition vers le nord grâce au réchauffement climatique. Pour l'instant, on ne s'en aperçoit pas, mais pour cela, il faudrait aussi qu'elle trouve les milieux qui lui conviennent. Photo suivante. Il y a énormément d'études qui ont été réalisées depuis les années 90 et le premier PNA les a favorisés ou encouragés, nombreux articles, rapports régionaux, etc. En passant, je remercie tous les responsables, enfin toutes les personnes intéressées par les Pygriaches dans les différentes régions de toujours m'envoyer leurs travaux. Je suis évidemment toujours intéressé. Là, vous avez quelques exemples de production. Une note sur l'approche internationale qui existe grâce à des Shrike Symposium. Le premier a eu lieu en Floride en 1993 à l'initiative de Reuven Yosef, un Israélien qui a terminé sa thèse sur une Pygriache d'Amérique du Nord. Le dernier colloque international sur les Pygriaches a eu lieu au Portugal en 2023. Et j'ai le plaisir de vous montrer le logo de ce symposium qui a été réalisé par Alexis Nouaya, qui très aimablement a tout de suite répondu à ma demande et nous a envoyé ce superbe logo, donc qui illustrait le Shrike Symposium de 2023. Photo suivante. Souvenir Pygriache poitrine rose. La Pygriache poitrine rose a disparu donc. Elle s'est en quelque sorte envolée, comme le montre cette photo de Jules Fouarge. La photo au milieu, c'est un document historique puisque c'est la dernière preuve de reproduction de l'oiseau en 1975, tout près de Strasbourg. Et la photo, donc elle date de 50 ans exactement. Et la photo qui indique un document à droite, là, date de exactement 30 ans. Je vous en parlerai un peu plus tard. Photo suivante. Pygriache poitrine rose, elle a fait l'objet de beaucoup de suivis en langue de Roussillon notamment, beaucoup d'associations. J'en ai noté quelques-unes, mais
Bon, quelques-unes ont changé de nom, bien sûr. Ces derniers temps, ces dernières décennies, c'était surtout la LPO 34 et le groupe ornithologique du Roussillon. Superbe étude, super contact avec les différents acteurs. Beaucoup d'efforts ont été réalisés par les différentes associations. Photo suivante. La plâtrée de rose a donc disparu. Un petit mot pour dire le problème était aussi ailleurs. L'agriculture intensive, vous l'avez partout, dans toute l'Europe, bien sûr, dans toute l'Asie et évidemment dans toute l'Afrique. En plus, il y a également le problème du dérèglement climatique. Il y a des modélisations qui ont prévu un avenir radieux pour la picrèche poitrinose en Europe, jusqu'en Finlande. Malheureusement, ces études n'ont pas tenu compte de l'utilisation du sol, d'autre part, et n'ont pas tenu compte de ce qui se passait en dehors de l'Europe, par exemple en Afrique. Et à droite, là, vous avez l'ère d'hivernage de la pigrièche, et d'après des modélisations, suite au dérèglement climatique, eh bien, cette ère aura tendance à rétrécir fortement. Vous voyez, ce qui resterait en 2100, c'est pas grand-chose pour une population hivernale. Photo suivante. Un souvenir agréable donc de ce travail en commun entre, que vous connaissez tous sans doute, les personnes qui sont en train d'écouter, entre naturalistes, administration et agriculteurs. C'est de bons souvenirs qui remontent aux années 90, début des années 2000. Il y a donc eu cette fameuse couvée spéciale pigrièche à Poitevin-Rose. L'étiquette est illustrée par Serge Nicole, que vous connaissez probablement, au moins de nom. Et à droite, vous avez un ensemble de personnes qui se sont réunies à la cave viticole de l'Espignan. Ceci après des comptages de pigrièche à Poitevin-Rose dans la basse plaine de l'Aude. C'était très sympathique tout ça, entre les différents acteurs. Et je n'étais pas triste du tout, sous la présidence du sous-préfet de Béziers. Malheureusement, la pigrièche à Poitevin-Rose a disparu, mais c'est le cas aussi de la viticulture dans cette région, et la cave viticole de l'Espignan n'est certainement plus opérationnelle. Photo suivante. Nous sommes déjà arrivés à la fin et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis prêt à y répondre. On vous remercie. N'hésitez pas à poser vos questions pour Norbert dans le chat. Si tu peux y répondre aussi dans le chat, ça sera avec plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup Norbert pour ce petit rappel historique, d'où aussi la genèse des PNA Pie-Rièche, et puis ce petit rappel aussi sur la Pie-Rièche à Poitevin-Rose qui malheureusement fait partie de ce PNA, mais qui fait plus partie depuis, comme tu le disais, 2019 de la vie faune française. Et puis, bah, merci aussi de ton implication dans la rédaction de ce PNA. Je vais laisser la parole à Frédéric, qui est du coup le coordinateur au niveau de l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes, pour un petit rappel sur la rédaction de ce PNA et plus largement sur la politique PNA. Ouais, merci Justin. Merci Norbert également pour cette présentation et bonjour à toutes et tous. Donc, moi, j'ai quelques slides pour vous rappeler, pour ceux qui connaissent déjà, et pour présenter aux autres un petit peu l'outil PNA. Mais avant ça, quelques éléments peut-être un peu contextuels, hein, pour replacer un petit peu les choses en France. On regarde la protection des espèces, puisque la protection des espèces, ça comprend d'abord un aspect réglementaire, on va dire, qui consiste à interdire qu'on porte atteinte à la destruction des spécimens, d'espèces protégées ou à leur habitat. Et dans la réglementation française, il y a un régime de protection strict qui est défini aux articles L411-1 et L411-2 du Code de l'environnement, ces éléments-là.
Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en complément de cet aspect réglementaire, donc, sont mis en place aujourd'hui donc, des plans nationaux d'action. Alors, dans la genèse, hein, les plans nationaux d'action existaient bien avant qu'ils soient inscrits dans le Code de l'environnement, mais aujourd'hui, donc, ils font partie intégrante du Code de l'environnement, puisqu'ils sont définis à l'article L411-3 du Code de l'environnement, donc pour des espèces protégées, ça c'est un point qui est important, pour lesquelles la France a une responsabilité patrimoniale. Et cet article précise, donc je cite, que les PNA sont des plans opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces, donc espèces protégées, j'insiste là-dessus, ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs, et qui sont établis par espèce ou par groupe d'espèces lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie. Voilà, donc ils visent particulièrement des espèces menacées sur le territoire national. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un outil, alors c'est que le PNA, alors, il ne possède pas de portée contraignante, donc voilà, qui se fonde sur la mobilisation collective des acteurs qui possèdent des leviers finalement pour agir en faveur des espèces menacées, et qu'on mobilise lorsque les autres politiques publiques environnementales qui existent à la faveur de la protection des espèces, donc politiques publiques environnementales et sectorielles, qui incluent donc les outils réglementaires de protection de la nature, lorsque ces outils finalement sont jugés insatisfaisants, voire insuffisants pour aboutir à cet objectif. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça qu'est présenté à l'outil PNA. Et pour rappel, cet outil, donc il a été intégré dans le Code de l'environnement à la suite de la loi sur la reconquête de la nature qui date de 2016, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, alors pour poursuivre un petit peu là, dans ces éléments-là et pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport aux plans nationaux d'action, les PNA, donc en faveur des espèces menacées, sont définis, en tout cas définissent une stratégie de moyen ou long terme. Donc, généralement, on parle de PNA de restauration ou conservation, avec une échelle de 5 ans ou 10 ans. Et ces PNA visent 4 items qui vous sont présentés ici. Donc, la partie, on va dire, inventaire et organisation d'un suivi cohérent des populations d'espèces ou des espèces qui sont concernées par le PNA. La mise en œuvre d'actions coordonnées, c'est un petit peu le cœur des PNA finalement, la mise en œuvre d'actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces et de leurs habitats. Une part de communication, d'information auprès des acteurs concernés et du public, même du grand public. Et un dernier point qui est également important pour faciliter l'intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques, par exemple en élaborant des guides mis en place sur les séquences éviter, réduire, compenser à la faveur des espèces qui bénéficient du PNA. Voilà, donc juste, tu peux enchaîner sur la slide suivante, Justin, mais quelques chiffres un petit peu généraux, qui doivent dater de, je crois, de fin 2024. Mais pour avoir en tête, aujourd'hui en France, on doit avoir 70 ou 80 PNA qui sont opérationnels. Ça concerne à peu près 500 espèces, sans compter le plan pollinisateur, sinon ça, voilà, on élargirait le panel. Et on a ce qu'on appelle donc des PNA un peu monospécifiques. Donc historiquement, on était sur des PNA monospécifiques et des PNA multi-espèces, auxquels appartient bien entendu le PNA pied-liège. Donc juste pour toujours présenter un petit peu on va dire l'appareil, la gouvernance relative aux plans nationaux d'action. Les PNA, ils ont vocation donc, de territorialiser les actions au maximum et de les définir avec on va dire un degré de précision. C'est vraiment le caractère opérationnel qui est censé prévaloir là-dedans. Et ça justifie une articulation à 2 échelles. Donc, une échelle nationale, c'est celle qui nous réunit aujourd'hui, finalement, qui fixe un petit peu le cadre opérationnel, avec le document cadre que vous avez peut-être entre les mains ou que vous allez prendre connaissance là, au travers du webinaire. Donc, définir les actions prioritaires à mettre en œuvre, leur ajustement, qu'organise le suivi, l'évaluation un petit peu du PNA, le bilan des actions, etc. Et puis, un cadre un peu plus territorial, donc à l'échelle régionale, qui permet, on va dire, de prendre en considération, au regard des spécificités locales de l'espèce, des populations données, les actions les plus pertinentes à mettre en œuvre.
Donc ça, c'est vraiment deux niveaux d'intervention qu'on a et qu'on retrouve quasi systématiquement, alors ce n'est pas tout le temps le cas, mais quasi systématiquement pour chacun des PNA qu'on a en France. Et avec cette organisation, donc cette gouvernance qui fonctionne un petit peu par binôme et qui est chapeautée par le ministère de la Transition écologique, et notamment la direction d'eau et de la biodiversité. Donc au niveau national, on a une gouvernance donc avec une structure animatrice et une réelle, on va dire, référente au niveau national. Et au niveau régional, même fonctionnement, avec une structure qui va animer. Alors bien souvent, ça peut ne pas être le cas, mais généralement c'est le cas, et une réelle référente au niveau régional. Voilà. Et pour le PNA Pigrièche, donc vous avez l'animateur national qui est la LPO France, représenté par Justin, et l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes qui s'était positionné donc, pour coordonner ce PNA de par la responsabilité, mais il y a d'autres régions pour lesquelles il y a de gros enjeux, bien évidemment, mais de par la responsabilité qu'on avait au regard de certaines espèces et de certains noyaux de population. Je pense notamment à la pigrièche grise qui est très présente au sein de notre région. Voilà, et ce binôme-là était déjà constitué lors de la mise en place du comité de rédaction. Comité de rédaction qui a permis, donc vous avez la liste des principaux contributeurs là sur la slide, et qui a permis d'aboutir, en tout cas de fixer les différents, le cap et les principaux éléments, les principales actions qui figurent aujourd'hui dans la version du PNA qui vous est présentée. Je te laisse enchaîner. Merci. Et donc voilà, donc alors juste pour continuer un petit peu sur l'historique du PNA Pigrièche, sachant que la V2 a mis un petit peu de temps à accoucher, je pense que ça a frustré pas mal d'entre vous, j'ai envie de dire d'entre nous, là, de la voir aboutir et d'attendre jusqu'à 2025, mais elle est là et il faut s'en féliciter aujourd'hui. Donc juste avant, alors Norbert Lefranc a présenté un petit peu des documents relatifs à une déclinaison de plan d'action en faveur des Pigrièches. Mais le premier, on va dire, PNA officiel présenté, donc date de 2014-2018, donc PNA sur 5 ans, qui avait on va dire une particularité. Je vais vous présenter un petit peu la gouvernance qui est attendue dans le cadre des PNA. Et ce PNA-là, il a souffert d'une absence de coordination nationale, qui est un point un peu problématique dans le portage de certains dossiers. Mais pour autant, il a été largement appuyé par un réseau dynamique au sein des régions qui sont concernées par les Pigrièches et qui ont très largement contribué à la mise en œuvre de certaines actions qui étaient présentées et attendues dans le cadre de ce PNA. Et à l'issue de ce PNA, donc un bilan a été produit donc en 2021, un bilan qui a ensuite qui est passé devant le Conseil national pour la protection de la nature et qui a abouti à diverses recommandations, recommandations qui ont été ensuite reprises pour l'élaboration et la rédaction de ce nouveau PNA. Et dans les attendus, j'en présente quelques-unes pour que vous ayez quand même des éléments de contexte. Il y avait vraiment une attente de renforcer l'opérationnalité. Envie de dire, c'est un petit peu l'ADN des PNA, mais c'est toujours un élément qui est appuyé et qui est réappuyé par les instances scientifiques et notamment le CNPN, de se doter d'une gouvernance et d'une animation nationale. C'est vraiment un facteur prépondérant pour la réussite des PNA. D'ouvrir le PNA à la pigrièche-écorcheur, ça aussi c'est un point assez nouveau. D'un côté, on en perd une, elle reste malgré tout dans le PNA, la pigrièche à poitrine rose, mais on a la pigrièche écorcheur qui vient se rajouter. Alors, on n'est pas sur le même degré de menace, mais bon, peut-être que Justin la représentera tout à l'heure. Elle justifiait en tout cas d'être intégrée dans cette version 2 du PNA. Et également, autre recommandation importante, c'était d'élargir un petit peu les partenariats aux différents acteurs, instances qui sont finalement susceptibles d'avoir un impact sur les pigrièches, un impact positif. J'entends par là donc tous les leviers qui permettent à la fois de renforcer des actions de conservation sur des territoires qui sont bien souvent agricoles, donc élargir au-delà des acteurs un petit peu emblématiques, les associations engagées pour la protection de la nature, mais toutes les institutions qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre à la conservation des pigrièches, et également les autres ministères qui peuvent s'impliquer, notamment le ministère de l'Agriculture. Donc tout ça pour dire que depuis le bilan de ce premier PNA, la phase rédactionnelle donc, a mis
on va dire 2 ans et demi pour accoucher, avec au départ le comité de rédaction là, que je vous ai présenté très rapidement, qui s'est constitué en groupe de travail, et ensuite on va dire un long processus un petit peu itératif qui a abouti à plusieurs versions de PNA, revues à la fois par les services de l'État, le CNPN, des consultations interministérielles, et puis il y a une consultation du public qui vient un petit peu parachever tout ça, pour aboutir à la version finale du PNA qui va vous être présenté aujourd'hui, notamment par Justin, et auquel je vais laisser la main. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Et puis, si vous avez d'autres questions, effectivement, on attendra peut-être la fin de la présentation de Justin pour revenir peut-être sur des aspects un petit peu plus institutionnels ou des aspects de financement qui interrogeront peut-être certains d'entre vous. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va passer à la présentation des 5 espèces de pie-grièche. Rapidement, pour ceux qui maîtrisent un peu moins, sachant qu'il y a des gens qui sont concernés par certaines espèces et d'autres pas forcément par toutes les espèces. Voilà, donc on commence par la pie-grièche à tête rousse. Donc qui est une pie-grièche qui globalement se nourrit d'arthropodes ou de petits invertébrés de lézards et qui vit dans des milieux bocagés, voire méditerranéens. Il y a une petite frange de la population qui se situe en milieu méditerranéen. J'ai mis les cartes de répartition à la suite de la première diapo de présentation de l'espèce. Donc elle a un territoire de nidification qu'on pourrait dire de moyen pour une pie-grièche, puisqu'elle peut aller jusqu'à 8 hectares. Donc c'est pas elle qui a le plus grand, mais elle a déjà un grand territoire. Ensuite, au niveau de la période de reproduction, alors c'est une pie-grièche migratrice et dont la période de reproduction s'étend, on va dire, d'à partir de fin mars jusqu'à à la mi-juillet essentiellement. Donc au moment de la rédaction du PNA, on estimait les effectifs nicheurs de 3190 couples à 5455 couples, soit une chute des estimations depuis les années 80 située entre 20 et 50%, avec une réduction des aires de répartition de 20 à 50%. Donc les cartes que vous voyez, c'est les indices de reproduction actuels, enfin sur ces dernières années, de la pie-grièche à tête rousse. Donc voilà pour la pie-grièche à tête rousse. Ensuite, on retrouve la pie-grièche grise. Donc à chaque fois, c'est des présentations succinctes. Tous les détails des pie-grièches, si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, se situent dans le PNA. Il y a eu un très bon travail qui a été fait pour dresser des fiches de chaque espèce avec toutes les informations. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la pie-grièche grise. Elle va pas hésiter à, mettre dans son régime alimentaire des campagnols. C'est celle qui en consomme le plus et c'est une de ses proies qu'elle consomme régulièrement. Donc, elle, on va la retrouver sur globalement des zones de moyenne montagne. On en retrouve notamment énormément dans le Massif central et puis dans des vallées et plaines de l'Est de la France. Donc elle va avoir un grand territoire. C'est aussi la plus grande des pie-grièches qu'on a chez nous en France. Donc elle va avoir un vaste territoire qui peut s'étendre de 20 à 50 hectares, ce qui est quand même conséquent par rapport à d'autres espèces, notamment la tête rousse par exemple, qui était sur un territoire moindre et ce qui a son importance aussi en termes de conservation. Donc elle est sédentaire, ce qui induit qu'elle a une période de reproduction qui commence assez tôt, donc à partir de la fin mars jusqu'à à la mi-juillet. En termes de répartition, comme je vous le disais, il y a le noyau principal se situe désormais dans le Massif central. Et puis, on a quelques noyaux de population encore existants dans la partie nord-est de la France.
avec des effectifs qui sont en très très nette diminution, puisqu'on estimait les effectifs au moment de la rédaction du PNA, notamment avec une étude qui avait été menée dans le Massif central à 818 jusqu'à 1574 couples. Voilà, c'est des estimations précises, hein, mais retenez pas forcément ces chiffres, mais l'ordre de grandeur, puisque ce sont des estimations et pas une vérité vraie, hein. Donc elle, on estime sa chute de population de moins 75 à moins 85% depuis les années 90 et une très nette diminution de son aire de répartition, donc de moins 70 à moins 80% de son aire de répartition connue depuis les années 1980. Donc actuellement, c'est une des deux pirièches, avec la pirièche méridionale, qui attire notre attention, avec une diminution marquée de l'aire de répartition et des effectifs. Ensuite, on va passer à la méridionale, qui était souvent confondue avec la pie-grièche grise fut un temps, avant que les deux espèces soient séparées. La pie-grièche méridionale, elle, est vraiment typique des milieux méditerranéens semi-ouverts. Et elle, bon, comme les autres, hein, globalement, c'est des petits arthropodes et des petits invertébrés. Elle consomme aussi des lézards. Donc elle a un territoire de nidification assez vaste aussi, de 10 à 20 hectares, et une période de reproduction de fin mars à mi-juillet, puisqu'elle aussi est sédentaire. Voici la situation de la pie-grièche méridionale, donc avec des effectifs allant de 764 couples à 1272 couples estimés au moment de la rédaction du PNA. Comme je disais, c'est aussi elle qui, avec la pie-grièche grise, nous inquiète particulièrement dans ce PNA, puisqu'on a une chute assez importante de moins 40 à moins 50% des effectifs depuis les années 80, même si l'aire de répartition a, elle, un petit peu moins diminué, mais la densité a du coup nettement diminué. On voit bien que la Pirièche méridionale est spécifiquement un féodé au milieu, au pourtour méditerranéen en France, avec une petite donnée excentrée anecdotique. Donc ensuite, on va passer à la pie-grièche écorcheur, qui du coup c'est la petite nouveauté de ce PNA. Il a été décidé de l'inclure pour plusieurs raisons dont je viendrai juste après. Au niveau de la nourriture, elle est plutôt sur des insectes, donc coléoptères, orthoptères, hyménoptères. Ça s'explique aussi parce que c'est la plus petite de nos pie-grièches. Elle est migratrice, elle aussi. Et puis au niveau des habitats, on la retrouve dans des milieux agricoles plutôt bocagés, avec des haies et des buissons épineux. Et c'est celle qui a la taille de territoire de nidification le plus restreint, avec 0,5 à 3,5 hectares. Donc on peut vite trouver des densités assez importantes de pie-grièches écorcheurs sur des petits sites, entre guillemets, contrairement aux autres qu'on a vus précédemment. Le fait d'être migratrice, ça implique aussi une période de reproduction un petit peu plus tardive que les autres, donc de début mai à septembre. Comme vous pouvez le voir, on la retrouve quasiment sur toute la France, à l'exception du pourtour méditerranéen, de la Bretagne et du nord de la France. Elle n'est pas absente de ces endroits, mais elle est beaucoup plus anecdotique que le reste de la France. On la retrouve globalement dans la plupart des régions avec des densités assez importantes. Comme je le disais, c'est l'espèce qui se porte le mieux. On a une estimation récente qui est basée sur les données, notamment en stock,
de 2024 qui estime à 244 000 à 752 000 couples. Voilà, c'est la seule qui à l'heure actuelle ne montre pas un déclin. Peut-être potentiellement une petite tendance à la hausse, même si les signaux ne sont pas non plus, je ne vais pas dire très significatifs, mais pas une augmentation exponentielle non plus. Du coup, pourquoi il a été choisi de l'inclure si ça ne paraît pas de façade la plus menacée? Comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi une espèce qui est inféodée à des milieux qui nécessitent la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs. Notamment, elle est inféodée aux haies et au bocage, qui est un milieu pour lequel on connaît les menaces. Et l'idée d'inclure la pie-grièche écorcheur, c'est aussi inclure un lot important d'acteurs en termes d'agriculture ou des collectivités pour la préservation de son milieu, qui est bénéfique à tout un cortège d'oiseaux aussi derrière. Alors, dans un souci de temps, j'ai fait le choix de ne pas représenter la pie-grièche à poitrine rose qui a été présentée tout à l'heure, comme vous le savez, du coup, elle a disparu de France. C'est pas pour ça qu'elle a été effacée de ce nouveau PNA, bien au contraire. On reste attentif à cette espèce dans le cadre de ce PNA. Mais on a fait le choix de se concentrer sur continuer de suivre les derniers sites où elle a niché pour maintenir ses habitats au cas où il y aurait un retour. Et on a décidé de suivre par contre les démarches internationales qui sont faites sur cette espèce. C'est un parti pris qui a été fait au moment de la rédaction du PNA, notamment au regard des campagnes de réintroduction en Espagne qui n'ont pas montré de résultats bénéfiques à l'espèce. Voilà. Donc, j'ai pris le parti de ne pas la représenter ici. Voilà. Donc, les menaces des pie-grièches, c'est essentiellement la disparition de leur habitat, notamment avec l'intensification agricole que vous connaissez tous, mais aussi dans certains secteurs, notamment le bassin méditerranéen. Il y a aussi la question de la déprise agricole, qui fait que les milieux ont tendance à se refermer dans ces secteurs, dans ces secteurs-là. Donc il y a vraiment un peu, pas deux salles, deux ambiances, mais un peu sur les pie-grièches. On a les pie-grièches qui nichent sur le pourtour méditerranéen, qui ont tout un volet de menaces et d'actions, et puis toutes celles qui vont nicher soit en moyenne montagne, soit sur des milieux bocagers, qui vont être touchés par des menaces légèrement différentes et dont les actions sont légèrement différentes, mais on le verra par la suite dans les fiches actions. Donc ensuite, on a aussi tout ce qui est dérangement, notamment avec les travaux d'entretien des habitats. C'est ce que je disais tout à l'heure. Elle niche dans les haies, principalement pour les pie-grièches écorcheurs à tête rousse et puis grises, ce qui fait qu'elles sont sensibles aux travaux d'entretien des habitats, enfin de leur habitat. Mais la pie-grièche méridionale est aussi sensible à tout un volet de gestion d'habitat et d'entretien d'habitat sur le pourtour méditerranéen, notamment avec l'entretien des milieux pour la lutte contre les incendies notamment. On note aussi une nette diminution des ressources trophiques, dont on a identifié la cause dans certains secteurs. Par exemple, les secteurs d'élevage, on sait que les produits antiparasitaires, pardon, ne sont pas forcément ne vont pas forcément de pair avec les réseaux de ressources trophiques sur lesquels les pie-grièches s'alimentent, mais ça fait aussi l'objet de tout un volet d'action dans ce PNA. Ensuite, on retrouve d'autres types de menaces dont on a moins la maîtrise. On sait notamment qu'il y a un gros volet de destruction directe sur les routes migratoires,
On sait que la chasse aux passereaux est fréquente sur le pourtour méditerranéen, allant grosso modo du Liban, en passant par l'Égypte et l'Algérie, voire un peu plus accessoirement sur le Maroc, où il y a énormément de prédation, de pression, pardon, de chasse et de piégeage, notamment liés à l'alimentation pour eux en période de migration. Donc on sait qu'il y a énormément de casse à ce moment-là dans la chaîne de migration pour les espèces qui sont migratrices, et puis aussi le réchauffement climatique, enfin les dérèglements climatiques qui ont eu des impacts divers, que ce soit sur les zones de reproduction et sur les zones d'hivernage pour les espèces qui migrent, et notamment au-delà du Sahara. Il y a aussi des mortalités accidentelles qui sont liées aux déchets plastiques, qui est une menace qui est quand même apparue au moment de la rédaction du PNA, où on s'est rendu compte que pas mal de pigrièches avaient tendance à utiliser du plastique dans leur nid, qui est source de mortalité. On a aussi quelques mortalités qui sont liées à des choses comme les abreuvoirs les abreuvoirs dans les pâtures. C'est un peu plus anecdotique, mais il faut savoir que ça existe. Donc au niveau plus réglementaire, les pigrièches au niveau de la liste rouge de l'UICN en France. Donc la pigrièche à poitrine rose était quoi, sachant qu'elle date de 2016 si je dis pas de bêtises, et qu'elle a pour l'instant pas été réévaluée. Donc c'est sous réserve que la réévaluation ne change pas les statuts, mais en tout cas, au moment de la rédaction du PNA, la pigrièche poitrine rose est encore considérée comme en danger critique d'extinction, et pas disparu, euh, ce qui sera peut-être le cas en fonction de la période où la liste rouge française sera révisée. La pigrièche grise et méridionale, elles, sont considérées comme en danger. La pigrièche à tête rousse est considérée comme vulnérable, et malgré ces populations qui ne montrent pas de signes dramatiques de déclin, la pigrièche écorcheur reste avec un statut quasi menacé. Donc ça, c'était pour les listes rouges. Ensuite, la pigrièche écorcheur et la pigrièche à poitrine rose sont inscrites dans l'annexe 1 de la directive oiseaux, ce qui aussi induit le fait qu'elles peuvent rentrer dans les questions de Natura 2000, et aussi dans la politique PNA, hein, puisque avec la directive oiseaux, on est censé maintenir un bon état de conservation de ces espèces qui se retrouvent dans cette directive. Voilà, c'est pareil, les autres n'ont pas été mis à l'époque de la rédaction de cette annexe, qui pour l'instant n'est pas censée être révisée à l'heure actuelle. Les 5 espèces se situent sur l'arrêté ministériel du 9 octobre 2009 fixant la liste des espèces protégées sur le territoire national français. Et puis la pigrièche à tête rousse et la pigrièche grise et la pigrièche méridionale font partie de l'arrêté ministériel du 6 janvier 2020, dont les espèces pardon, dont les projets d'aménagement et la destruction de ces espèces peuvent être dérogés qu'après l'avis du CNPN. Voilà. Au même titre en fait, ces espèces ont été intégrées puisque cette liste intègre la plupart des espèces PNA qui passent par cette procédure. Donc voilà, après les aspects réglementaires, un des facteurs importants de la préservation des pigrièches et aussi de l'importance de ce plan national d'action,
c'est que derrière les pie-grièches, alors là j'ai parlé plus des pie-grièches qui sont dans des milieux type bocagers, donc avec un maillage de prairies et de haies, mais derrière il y a tout un cortège d'espèces qui devraient bénéficier à la conservation des pie-grièches. Hein, donc on peut prendre notamment tout un cortège d'oiseaux qui vivent dans les haies, des amphibiens, des coléoptères, des papillons, mais aussi des chiroptères qui, du coup, bénéficient des questions de trame vertébrée bleue qui sont liées au maillage de haies et de prairies, notamment, ou de ronciers, etc. C'était juste voilà, un petit rappel pour dire que voilà, on traite les pie-grièches, mais que derrière, ça devrait embarquer un cortège d'espèces qui est quand même non négligeable et dont on sait que les tendances de population ne sont pas forcément au beau fixe pour un certain nombre d'espèces. Voilà, donc on en arrive à ce fameux plan national d'action qui est effectif depuis quelques semaines, donc il couvrira la période 2025-2034 à la faveur des pie-grièches et des 5 espèces de pie-grièches présentes en France. Donc l'objectif, c'est de maintenir les habitats de ces espèces pour pas qu'ils déclinent plus qu'ils ne l'est à l'heure actuelle. Derrière, c'est ensuite la restauration locale des habitats sur les zones cœur de population, mais aussi entre ces zones. Comme vous l'avez vu sur certaines espèces, il y a des noyaux qui sont un petit peu éclatés, hein. Il suffit de prendre la pie-grièche grise où on voit qu'il y a le gros noyau dans le massif central, mais derrière plein de petits noyaux un petit peu périphériques. L'objectif affiché de ce PN, c'est le maintien du nombre de couples actuels, voire le renforcement du nombre de couples recensés au commencement du PNA. Et comme je disais, pour la pie-grièche à poitrine rose qui a disparu, le choix a été fait de ne pas l'exclure, puisque elle a disparu que très récemment, ce qui laisse encore un maigre espoir, mais un espoir. C'est pour ça que le choix a été fait de maintenir l'effort de prospection et de maintien de l'habitat ou à la nichée pour les dernières fois en France, mais aussi de veiller à la collaboration internationale qui est faite sur cette pie-grièche à poitrine rose, qui se porte aussi mal ailleurs. Voilà. Donc, comme je disais, les tentatives de réintroduction en Espagne n'ont pas montré de succès. C'est pour ça que le choix dans ce PNA n'a pas été fait de partir sur ces méthodes qui sont lourdes et qui n'ont pas montré de résultats, mais qui sont voilà, dans cette stratégie de garder l'habitat ou à la nichée pour les dernières fois et de suivre ce qui se fait à l'échelle de la population de Pie-grièche et poitrine rose. Voilà donc les principaux axes de travail de ce PNA 2025-2034. Donc, comme pour quasiment tous les PNA, on a un volet connaissance. Donc, l'objectif du volet connaissance dans les nouveaux PNA, c'est que on sait qu'on connaît les espèces, mais on sait qu'il manque quand même certaines clés pour réussir la conservation. Donc l'idée, c'était d'avoir un volet connaissance très succinct qui se concentre essentiellement sur ce qui nous manque comme connaissances et comme données en vue d'améliorer la conservation de ces espèces ou du moins la coexistence avec ces espèces sur certaines thématiques. On a ensuite un volet plutôt axé sur la conservation. Donc, c'est le noyau dur de ce PNA qui va se décliner en 5 fiches actions. 6, pardon. Et puis ensuite, on a deux fiches actions qui sont un petit peu, qui viennent en transversalité de tout ça. Donc, le volet communication, que ce soit pour les acteurs de la conservation des pie-grièches ou avec le grand public, des collectivités, etc.
Et puis une dernière fiche action qui est liée à l'animation du PNA, qui est la fiche action commune à tous les PNA. Comme on le disait, c'est important d'avoir ce volet animation à plusieurs échelons, que ce soit à l'échelle nationale, mais surtout à l'échelle régionale et locale, puisque c'est quand même cet échelon-là qui effectue les actions et qui dirige la dynamique d'action en faveur de ces espèces. Voilà, l'animation nationale étant là pour coordonner tout le monde, donner les outils pour atteindre les objectifs qui ont été fixés dans le document stratégique qui est le PNA. Voilà ce que je peux dire principalement sur les axes de travail. Alors pour ceux qui ont connu les PNA, on va dire ancienne génération, le choix est fait désormais de se concentrer sur des actions, parfois des fois avec des titres un petit peu plus larges. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir très peu de fiches actions. Donc là, on n'est qu'à 10. Il faut savoir qu'il y a certains PNA qu'on contenait plus de 30 ou 40 avant. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des grands axes d'action qui, derrière, sont déclinés en sous-actions. Mais ça permet voilà, de gagner un peu en efficacité et de ne pas se perdre dans tout un tas d'actions qui partent dans tous les sens et qui sont difficiles à coordonner et à structurer, et puis qui n'apportent pas toujours des bilans très satisfaisants pour l'ensemble des actions. Voilà, donc là, dans un premier temps, je vais vous présenter l'axe de connaissances, donc avec les deux premières fiches actions. L'idée, c'est qu'après chaque axe, on va laisser un petit temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat quand elles vous viennent sur la présentation des fiches actions. Et puis, Frédéric me les posera et j'y répondrai à ce moment-là. Voilà. Comme ça, on va laisser deux temps de 5 minutes, comme ça, un petit peu court, avec des questions dans le chat. Et puis, on laissera un temps d'échange libre à la fin pour essayer de respecter l'horaire de 16 heures, on va dire. Donc sur le volet connaissances, la première fiche action consiste à acquérir et valoriser les données sur l'état des populations. Donc c'est un objectif qui est fixé pour le début du PNA. Dans le précédent PNA, un protocole avait été défini à l'échelle nationale, donc qui consiste à faire, à échantillonner 8 carrés de 500 mètres de côté sur des carrés de 2 km par 2 km. Donc l'idée, c'est comme vous le voyez, c'est d'avoir un quadrillage en quinconce et de noter les indices de reproduction qui sont visibles lors des passages du protocole. Petit bémol sur le plan national d'action 1, ce protocole a été défini mais n'a pas été coordonné à l'échelle nationale, ce qui fait qu'un certain nombre de structures se retrouvent à le faire, mais sans vision à l'échelle nationale, que ce soit en termes de remontée des données ou en plan d'échantillonnage, pour établir des tendances d'évolution des populations homogène à l'échelle nationale. Donc là, c'est un gros travail qui est à mener pour ce début de PNA, établir le plan d'échantillonnage pour avoir une photographie du nombre de couples en début de PNA pour répondre aussi aux objectifs du PNA qui sont de maintenir le nombre de couples. Donc, c'est bien beau d'élaborer un plan d'échantillonnage, mais voilà, un des axes du PNA, c'est aussi de mettre en œuvre ces enquêtes de tendance. Et pourquoi mener ces enquêtes de tendance et de répartition des effectifs? Comme je disais, pour répondre à l'objectif du PNA, qui est de maintenir le nombre de couples, mais aussi de produire des cartes de sensibilité qui permettront de renforcer certains volets d'action qui sont plus en termes de conservation qu'on verra
par la suite. Donc l'objectif, c'était vraiment d'avoir un protocole, un plan d'échantillonnage pour le début du PNA. Il n'empêche qu'il y a un gros travail de recentralisation des données et de ce qui a été fait en termes de carré sur la période post-nouveau PNA pour homogénéiser un peu tout le plan d'échantillonnage à l'échelle nationale. Voilà, donc à chaque fois dans les fiches actions, j'ai rappelé un peu les acteurs qui sont mobilisés et mobilisables. Donc j'ai mis les grands acteurs qui sont identifiés dans ces fiches actions. Il en manque, ne soyez pas vexés si vous n'avez pas été identifié sur sur ces diapos. Donc on a tout le volet un peu universitaire qui nous accompagne. Il y a notamment l'IMBE, qui est un laboratoire de Marseille, qui est très investi sur l'élaboration de ce protocole notamment. On a sur la PIGRIECH écorcheur qui, elle, est suivie par le dispositif STOC, qui répond aux tendances des populations des oiseaux communs, protocole qui ne répond pas aux autres espèces. Donc on retrouve le Muséum d'histoire naturelle, l'OFB. Nous, en interne à la LPO, en appui de cette fiche action, on a le service connaissance. Et puis derrière, on retrouve tout ce qui est association locale de préservation de la nature, des collectivités, etc., etc. Et notamment pour ce type de fiche action qui nécessite un volume de terrain important, tout un volet bénévole. Ensuite, sur la fiche action de connaissances numéro 2, on est sur améliorer les connaissances des menaces anthropiques et sur l'écologie des pigrièches. On a l'étude des voies migratoires et zones d'hivernage. On a quelques incertitudes qui répondent à des paramètres démographiques qui sont non négligeables. Comme je vous disais, on sait qu'il y a énormément de prélèvements sur le bassin méditerranéen, mais comment ça implique la population? On sait qu'il y avait aussi des questions, par exemple, sur la pie-grièche à tête rousse en termes de traversée du Sahara, avec des grosses pertes de poids au moment de la traversée du Sahara, donc un peu quid de la survie de ces espèces. Ensuite, on a notamment un volet études à l'exposition des antiparasitaires. On sait que ça a un impact sur les ressources trophiques. Par contre, on n'a pas forcément d'infos sur enfin, pas forcément toutes les infos sur l'exposition directe à ces produits. Et puis des études sur l'écologie, notamment démographique, en relation avec les projets d'aménagement. Donc on a déjà pas mal de choses qui sont en cours. On a notamment 2 programmes sur la pilièche écorcheur qui sont actuellement en cours, pardon, en relation avec des projets d'aménagement. Et puis on a aussi le programme Migralion qui a permis d'obtenir des données de migration aussi intéressantes avec la pose de géolocalisateur sur la pigrièche à tête rousse, dont les premiers résultats sont sortis l'année dernière. Voilà, donc on arrive à la fin de l'axe connaissance avec ces 2 fiches d'action. Je ne sais pas si ça nécessitait quelques réponses. Ouais, il y a quelques remarques, des questions dans le chat. Je vais les faire, puis on aura peut-être d'autres qui viendront s'ajouter par la suite. Je te propose je les lis et puis tu réagis ou à voir si Ouais. personne peut réagir. Il y avait une première remarque sur, alors j'ai pas compris à quoi correspondait l'axe 4 précisément, mais sur le lien entre milieu forestier et Pirièche, et un regret de ne pas avoir intégré ou de ne pas avoir mieux impliqué peut-être le milieu forestier ou les gestionnaires forestiers dans le PNA Pirièche. Ouais, alors on va y revenir puisqu'ils sont notamment impliqués sur le volet méditerranéen où l'ONF, enfin l'Office national des forêts,
et pas mal investi sur notamment les défenses incendies. Donc ils ont bien été impliqués, on y reviendra un petit peu après. C'est surtout sur les populations méridionales où vraiment il y a un gros volet avec les partenaires forestiers, notamment le CNPF, etc., qui sont bien impliqués, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Est-ce Ouais, que je peux, j'ajouterais même que, est-ce que oui, je peux réagir? C'est moi qui ai posé la j'ajouterais question. que, Excuse-moi. pardon, oui, je termine juste. Oui. Dans les consultations interministérielles, hein, il me semble qu'ils ont réagi, notamment en ajoutant quelques remarques relatives aux OLD. Ouais, notamment. Oui, je voulais dire, c'est moi qui ai posé la question, l'axe 4, là, parce qu'en fait, on se rend compte que sur le plateau de Mille Vaches, en l'occurrence pour la pigriège grise, les enjeux forestiers sont importants, notamment avec les plantations de résineux, l'enraisinement à outrance. On a réussi, avec l'ONF, qui est très peu propriétaire sur le Limousin, à obtenir qu'ils ne replantent pas les zones de tourbière et tout ça. Mais bon, il y a quand même un sacré problème de boisement sur le plateau pour la pyriegerie. Voilà. Oui, bah après, là, c'est les grandes lignes nationales, donc voilà, ces acteurs-là, notamment sur la fermeture des milieux, sont bien identifiés. Après, derrière, c'est aussi aux déclinaisons locales d'adapter les actions en fonction des enjeux locaux qui sont parfois différents. Typiquement, voilà, l'aspect forêt, c'est un peu spécifique à certains endroits. Bon, citait le plateau des Mille Vaches, je citais les zones méditerranéennes. Voilà, c'est pas pour ça que c'est une action phare, mais ils sont bien identifiés en tant qu'acteurs des Pyrénées. Je sais pas s'il y avait d'autres questions. Ton micro est coupé, Frédéric. Frédéric, ton micro est coupé. Ah, pardon. Non, pas de Alors, souci. je recommence. Est-ce que le protocole donc, sera adapté, taille d'émail, à chaque espèce? Voilà. Donc pour le protocole, en fait, les trois espèces semblent bien répondre à ce protocole. Comme je le disais, il y avait des questions aussi d'homogénéisation des protocoles et notamment de recueil d'expérience et d'analyse de tout ce qui a été déjà fait avec ce protocole. Je sais que notamment le protocole est légèrement différent sur la pique Liège à tête rousse en Corse et semblait plus adapté à la Corse. Mais on a un gros travail de centralisation des données et d'homogénéisation des données avant de bien repartir sur un plan d'échantillonnage cohérent pour tout le monde à l'échelle nationale. C'était un des petits défauts du précédent PNA, c'est qu'on avait défini un protocole, mais pas forcément les remontées et les analyses dédiées. Et une dernière, enfin, il y a un autre commentaire qui s'affiche, mais un point là de Marc Giroux, c'est plus une remarque, hein, je pense. Sur une analyse donc, des densités par unité paysagère cohérente, qui serait intéressant à mettre en place, car pourrait être relié aux éléments structurants du paysage et donc d'identifier les paramètres clés. Voilà, et je pense qu'il poursuit avec les voies migratoires et zones d'hivernage qui sont également à travailler pour les espèces données comme sédentaires. Ouais, alors bien sûr, du coup, c'est aussi l'idée d'avoir un plan d'échantillonnage homogène à l'échelle nationale. C'est pour aussi effacer ces biais un petit peu qui ont été faits avec les plans d'échantillonnage séparés dans les régions, où chacun a fait des choix différents, ce qui fait que pour la comparaison, même si le protocole est identique, en fait, pour la comparaison en termes d'habitat et d'unité paysagère, ça complexifie tout de suite un peu la chose. Donc, c'est pour ça qu'on a un gros travail d'homogénéisation de ce plan d'échantillonnage à faire. Et puis, oui, oui, bien sûr, alors je détaille peut-être pas tout et je m'en excuse, mais on est dans un temps contraint. Mais bien sûr que les zones d'hivernage, pour les espèces dites sédentaires, c'est aussi un axe, enfin, sédentaire ou migratrice partielle. C'est un axe de travail qui est bien identifié, une question qui est soulevée dans les fiches actions, mais malheureusement, je ne peux pas détailler l'ensemble des fiches actions. Je vous invite à aller les lire pour plus d'infos aussi.
Ouais, je prends juste les deux dernières remarques et puis après on enchaînera. De toute façon, il y aura Ouais, un temps d'écoute à la fin, s'il nous reste encore du temps. C'était encore sur les OLD, hein, François-Marie Bouton, donc d'impliquer les acteurs forestiers, mais aussi euh, lignes électriques, donc les gestionnaires RTE, Enedis, ouais. avec les calendriers de débroussaillement. Alors oui, ça, enfin, je peux répondre, Justin, effectivement, mais comme le disait Justin tout à l'heure, hein, on est sur un canevas un petit peu général, hein, au niveau national, et les déclinaisons régionales, en fonction des spécificités qu'il y aura, et charge également d'animateurs en place, hein, justement, de faire le lien avec les acteurs concernés pour être le plus efficace possible, hein, et bien avancer sur ce sujet, notamment le sujet des OLD qui concerne pas mal d'acteurs. Voilà. Une autre remarque qui me concerne, on va dire indirectement, sur le maintien des habitats, donc c'est Rossano, alors je sais pas si c'est votre nom, qui dit que c'est aussi engagé des contentieux contre l'artificialisation des sols, notamment quand l'ADREL exonère d'évaluation environnementale, inquiétude sur les nombreux projets PV. Alors juste un élément de réponse en lien avec les projets PV, mais peut-être que Justin en parlera un petit peu plus tard. Il y a un volet spécifique en lien avec le développement des ENR, en tout cas la production d'un guide, ERC, PIGRIEF, pour bien intégrer ces projets d'aménagement. Ouais. Voilà. Oui, on y revient juste après dans les fiches actions qui concernent. Alors, il y a quelqu'un qui doit avoir un micro ouvert, qui concerne la gestion des habitats. Je- ouais. Est-ce qu'il y a encore l'écho? Et puis, bah, sinon, on va passer à la suite. Ouais, il y a juste Euh, une dernière remarque de Loana, Justin. C'était ouais, sur le logo, j'ai vu. Oui, bah, on pourra en voilà, rediscuter. On pourra en discuter. très bien. Pas de souci. Donc l'action 3, donc là on arrive sur le volet conservation qui est le volet le plus important. L'objectif du PNA, c'est quand même d'obtenir des résultats en termes de conservation. Donc la première action, c'est notamment la restauration des milieux en faveur des pies grièches. Donc avec, comme je le disais un petit peu, deux gros volets principaux, puisque on le disait tout à l'heure, il y a aspect un petit peu enfin, des problématiques et des menaces à l'échelle méditerranéenne, et puis des problématiques qui sont un petit peu différentes dans des milieux bocagés. Dans cette fiche action, il est notamment inscrit la restauration des habitats des pies grièches, alors que ce soit en termes de restauration des prairies, mais aussi notamment par la restauration des haies, avec la replantation de haies, que ce soit, enfin, principalement en milieu agricole, mais qui aussi rentrent dans des politiques publiques qui sont actuellement en cours, comme le pacte en faveur de la haie, mais plus largement aussi des trames vertes et bleues, etc. Donc voilà, ça rentre dans plein de volets aussi de politiques publiques qui sont autres que le PN. Et dont il faut aller chercher des stratégies Enfin, il faut mettre une synergie, voilà, et une cohérence dans toutes ces politiques publiques et essayer d'inclure la PIRIECH dans tout ça. C'est un des objectifs du PNA. Ensuite, on a le volet plus méditerranéen avec la restauration des milieux par des chantiers d'ouverture en zone méditerranéenne. On sait qu'il y a une déprise agricole assez importante qui génère une fermeture des milieux, qui génère des habitats qui sont moins favorables au pies grièches. Donc voilà, ça passe par des actions type à essayer de remettre du pastoralisme dans ces milieux méditerranéens type garrigue. Donc, les acteurs qui sont identifiés, on a les associations locales. Donc là, c'est vraiment une fiche action qui, justement, est très territorialisée et qui se joue à une échelle très locale.
voilà, par les associations locales, les collectivités, des fédérations de chasse. On en revient aussi avec l'ONF, qui est clairement identifié dans cette fiche action aussi. Tout ce qui est partenariat avec le monde agricole, les collectivités et aussi l'appui des administrations, notamment pour l'articulation de toutes les politiques publiques qui pourraient venir en appui du PNA Pie-Grièche. Ensuite, on a un volet qui concerne plus la conservation des habitats en lien avec le monde agricole. Donc, il y a un gros volet sur l'information et la sensibilisation des propriétaires et des exploitants de la présence des pies-grièches. Voilà, hein, comme on a l'habitude de dire, on protège ce qu'on connaît. Ce qui est, donc voilà, un point important de cette fiche action. Ensuite, un autre gros volet qui a été identifié, c'est l'usage raisonné de l'utilisation des antiparasitaires. On sait que ça a des forts impacts depuis longtemps sur tout ce qui est chaîne trophique et donc l'alimentation des pies grièches. Il y a notamment des projets en partenariat avec des vétérinaires, des associations agricoles et des associations naturalistes qui ont été menés en aura avec le projet Élève, que je vous invite à aller voir pour le découvrir. Ensuite, on a le volet contractualisation des mesures pour la PAC actuellement en cours, notamment 2023-2027. Donc, il y a tout un tas de MAEC qui sont favorables aux pies-grièches, que ce soit sur les haies ou sur les prairies. Et puis, on aura aussi un volet à partir de 2026, puisque la PAC s'arrête en 2027, enfin la programmation actuelle s'arrête en 2027 et va être révisée pour après 2027. Donc il faudra pas hésiter à travailler à la prise en compte des pies grièches dans la nouvelle politique agricole commune et notamment dans les mesures agro-environnementales et climatiques et prairies principalement, qui sont des outils à mobiliser pour la conservation des pies grièches. Donc là, en termes d'acteurs, vraiment, on est sur beaucoup d'organismes agricoles. Je pense notamment aux chambres d'agriculture, les CIVAM. On peut aussi cibler la fac, il me semble, a été identifié dans plusieurs commentaires dans le chat. Les CUMA, les groupements d'intérêts économiques et environnementaux, l'ADR, Paysans de Nature, Terre de Liens, SAFER. Enfin, un gros volet avec le monde agricole. Voilà. Donc on passe ensuite aux actions 5 et 6. Je les ai regroupées dans la même diapo. L'objectif est de conserver les habitats par une meilleure prise en compte des pies grièches, que ce soit dans la planification territoriale, mais aussi dans les projets d'aménagement. Donc l'objectif, c'est comme je le disais, d'améliorer la prise en compte dans les documents d'aménagement, que ce soit à un échelon très local, donc ça peut aller jusqu'au plus, mais aussi dans les stratégies un peu plus globales, comme la stratégie nationale d'air protégé, hein, qui n'est pas à négliger, puisque c'est quand même des espèces enfin certaines espèces sont dans la directive oiseaux. Et puis l'échelon très local, c'est quand même les documents d'aménagement au plus local et qui ont quand même un impact fort sur les pies grièches. Et puis on a tout le volet accompagnement de la CERC en lien avec tous les projets d'aménagement qui sont aussi un gros volet important de ce PNA, puisqu'on sait qu'ils impactent les habitats des pies grièches. Donc l'objectif principal de cette fiche d'action, c'est d'arriver à établir un guide sur les mesures de séquencées d'ERC
à vocation des bureaux d'études, des services instructeurs, mais aussi des CNPN et des CSRPN, histoire d'avoir des grandes lignes sur ces choses-là, sachant qu'on a aussi des programmes démographiques en lien avec ces questions qui sont actuellement en train de démarrer et qui s'inscrivent dans le PN. Ensuite, on a aussi un volet carte de sensibilité, donc, qui peut être produit avec les données qui sont acquises dans le PNA. À ma connaissance, il en existe déjà deux qui sont portés par des DREAL au niveau de la DREAL Occitanie et Alsace, où il y a des cartes à enjeu qui ont déjà été établies pour les PIRIECH. L'objectif, c'est d'étendre ça le plus possible et si possible à l'échelon national. Ensuite, on a une fiche action qui concerne la conservation des habitats en assurant une maîtrise foncière et d'usage. Donc, il y a un volet acquisition, mais qui est vraiment mineur dans ce PNA. C'est pas ce qui est ciblé prioritairement. On préfère notamment agir sur une sensibilisation de certains organismes, comme les SAFER, pour la prise en compte des PIGRIECH au moment des ventes de parcelles, où là, on a beaucoup plus d'impact, entre guillemets, que de l'acquisition de quelques terrains à enjeu très forts. Mais par contre, ça rentre aussi, cette fiche action, dans le cadre de la SNAP, donc la Stratégie nationale des aires protégées. Et pour les PIRIECH, on peut notamment penser à l'obligation réelle environnementale, donc faire connaître et faire des préconisations pour l'utilisation de cet outil en faveur de la PIRIECH, sachant que c'est un outil qui est quand même nouveau et qui mérite à être connu, mais par exemple, ça peut être aussi via la politique ENS des départements qui voilà, touche des plus larges échelles que certains périmètres qui sont définis dans la stratégie nationale des aires protégées. Donc en termes d'acteurs, bah là on est sur des collectivités, des conservatoires d'espaces naturels, des fédérations de chasse, des départements, des ADR, des associations comme Paysans Nature Tarbelien. On a notamment ciblé les SAFER, voilà, et tous les autres qui sont aussi identifiés dans cette fiche action. Donc ensuite, on arrive à la fiche action qui est visiblement attendue au vu des réactions qu'on a eues pour l'instant. C'est améliorer la prise en compte des PIGRIECH dans les travaux d'entretien et de gestion, par deux volets. On a le volet méditerranéen où là, on est sur de l'ouverture de milieu, enfin de la gestion de milieu, notamment pour tout ce qui est OLD, donc qui concerne un grand nombre d'acteurs de la gestion de ces OLD et des FCI, et surtout les DFCI pardon, au milieu méditerranéen. Donc là, c'est vraiment agir sur les modalités d'entretien au moment de la rédaction, de la gestion de ces espaces. Voilà. Et ensuite, on a aussi tout un volet plus sur la gestion de haies, avec notamment l'entretien par les collectivités, l'entretien par le monde agricole, mais aussi l'entretien des linéaires. Par exemple, on a tout ce qui est, comme c'était cité précédemment, les OLD pour les lignes électriques au niveau de RTE et Enedis. Et puis des acteurs comme par exemple la SNCF qui gère beaucoup de linéaires et qui gère voilà, un important réseau de haies favorables au PIGRIECH. Donc là, c'est sensibiliser les acteurs et essayer d'intégrer
la conservation des pygrièches, notamment dans leur cahier des charges, en relation avec les aspects réglementaires qu'encadrent ces pratiques. Et on a aussi un volet plus réglementaire aussi qui est sur le signalement des atteintes au milieu de vie des pygrièches. Donc tous les acteurs mobilisés que j'ai cités sont écrits sur la diapo. Donc ça concerne des collectivités, des conservateurs d'espaces naturels. Comme je disais, on en revient aussi à l'ONF, les administrations qui ont un important rôle réglementaire dans ces pratiques. Et puis tout un tas d'organismes essentiellement publics ou des collectivités. Je citais notamment SNCF, Enedis, RTE, les SDIS, qui sont concernés par les DFCI, l'OFB, etc. Donc, étant donné qu'on est sur le volet opérationnel, c'est un coût. Donc là, j'ai cité un certain nombre de financements qui sont mobilisables pour financer ces fiches actions. Comme l'a rappelé Frédéric tout à l'heure, un PNA, c'est quand même un document stratégique. Donc les financements associés ne sont pas directement liés à un portefeuille PNA. Par contre, étant donné que c'est une politique publique, il est prioritaire dans les demandes de financement. Et là, je vais vous donner un certain nombre d'outils qui sont identifiés dans le PNA pour financer toutes les actions qui ont été citées. Donc, on peut parler notamment au pacte en faveur de la haie, du fonds vert, voilà, donc qui est existant, même si il tend à des diminutions sur les prochaines années, il est encore mobilisable, étant donné que c'est en plus des espèces PNA. Ensuite, il y a aussi l'animation régionale du plan via les DREAL. Il y a des financements FEDER qui sont possibles. En termes de milieu agricole, il ne faut pas hésiter à mobiliser les MAEC, qui sont des financements de la PAC et qui permettent d'avoir des financements pour des pratiques plus favorables des pygrièches. Notamment dans le cadre de la PAC en 2025, le bonus air a été triplé, de 7 à 20 euros, ce qui n'est pas négligeable. Il y a d'autres acteurs comme les agences de l'eau et les collectivités qui ont des financements, notamment sur tout ce qui est restauration de haies, entretien de haies, animation de territoire, etc. Avec le milieu agricole notamment, que ce soit les régions, les départements, les communautés de communes et les communes qui portent des fois des plans de trame verte et bleue, etc. Et puis ensuite, il y a des initiatives comme du mécénat. Il me semble que le Fonds de l'Arbre en fait partie. Il y aura aussi les mesures ERC, qui sont pas des financements directement possibles, mais qui sont à investir sur les PIRIH. Et puis des projets d'installation agricole favorables à la biodiversité, avec tout un tas d'associations qui gravitent autour de ce sujet. Voilà, donc on arrive au bout des 6 fiches actions qui concernent l'axe de conservation. Donc j'imagine qu'il y aura eu pas mal il sera soulevé pas mal de questions ou de réactions. Ouais, alors bon, il y a déjà des éléments de réponse dans le chat. Il faudra voir si certains souhaiteront préciser leurs questions ou leurs réponses, hein. Je pense notamment à des collègues qui sont très impliqués dans le PNA. Là. Je voyais Sébastien qui a pas mal réagi, ou Pauline. Alors, il y avait, alors j'essaie de reprendre le fil et puis de voir les questions qui sont un peu restées en suspens. Alors oui, en question d'Anthony Lacaprio, où faire remonter les linéaires de haies plantées dans le cadre de Natura 2000, notamment pour des enjeux liés au PGG, PGE. Existe-t-il une base de données commune et y a-t-il des retours d'expérience disponibles sur les territoires? Question assez technique. Est-ce que je te laisse? Alors là, à ma connaissance, je ne sais pas. Je sais qu'il y a la couche des haies qui est faite par l'IGN.
Après, on n'a pas forcément réfléchi à quelque chose de spécifique dans le cadre du PNA, en Non. dehors peut-être d'analyse croisée, répartition des espèces et justement cette fameuse couche IGN. Par contre, on n'a pas réfléchi à de bases de données spécifiques Ouais, PYHA, quoi. juste pour compléter, parce que c'est une question il y a beaucoup d'initiatives au niveau local et au niveau régional, enfin beaucoup. Je, peux- je retire ce terme-là, mais il y a des initiatives en tout cas au niveau régional hein, pour proposer une base de données qui permettrait d'intégrer ces éléments. Donc ça dépend vraiment des spécificités locales. Après, la question qu'il faudra poser, peut-être dans le cadre de groupes de travail au niveau national, c'est de savoir s'il faut envisager ou coordonner un outil de recensement national, mais sachant que là, on est plus sur un aspect transversal, hein, ça toucherait au PYH, mais pas que, et de voir si ça pourrait être justifié. Je sais qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a quelques initiatives actuellement qui visent à proposer un outil justement de recensement de tous les projets de plantation actuels à l'échelle régionale. Voilà ce que je peux dire sur le sujet. Juste, alors une autre question, c'était relatif au guide là, ERC Pigrièche. Bah, j'ai répondu en partie, mais euh, alors le PNA, on l'a présenté tout à l'heure, a mis un petit peu de temps à se lancer et l'animation aussi. Donc on espère que maintenant qu'il est sur le bon rail hein, et qu'il est officialisé, qu'on puisse avancer sur les gros chantiers. Et le chantier du guide en faveur des pirièches avec une séquence ERC qui poserait peut-être aussi le diagnostic et certains éléments. Hein, je pensais enfin, Justin t'en parlait, hein, notamment les impacts hein, de certains projets d'aménagement sur les pirièches qui soulèvent pas mal de questions, mais d'essayer d'objectiver tout ça dans le guide et de proposer en tout cas une séquence ERC adaptée et la plus fine possible si on est en capacité de le faire. C'est quelque chose qui doit être lancé le plus tôt possible. Donc j'espère, moi, d'ici la fin d'année ou 2026, quoi. Mais voilà, il y a le sujet de la disponibilité de l'animateur, mais ça, c'est un problème qui est a priori résolu parce qu'on a quelqu'un qui va pouvoir plancher et coordonner ce sujet-là. Et après, le sujet des moyens aussi qui va se poser. Mais encore une fois, c'est un chantier prioritaire. Ouais, l'idée c'est d'amorcer la démarche d'ici la fin de l'année pour avoir un gros chantier début 2026. Donc on pourrait espérer une sortie de ce guide-là 2026. C'est dans les chantiers prioritaires de début de PNA. Puisque ça soulève pas mal de questions et d'enjeux quand même, cette thématique-là, au-delà des enjeux agricoles. Ouais, alors, il y avait une autre question mais qui a suscité pas mal d'échanges, notamment sur la manière de pouvoir on va dire, interagir et mobiliser au mieux là, SAFER pour faire passer le sujet Pigrièche. Il y a déjà eu quelques éléments de réponse, mais je profite, Justin, vu que tu bosses aussi sur Radio Déjeuner, tu as peut-être un témoignage intéressant là-dessus pour voir comment un petit peu distiller de l'espèce PNA pour mieux peser dans ces organes-là. Ouais, alors dans ces organes-là, il y a souvent quand même des organismes qu'on peu de sièges, mais qu'on des sièges, notamment des STEN ou des relations indirectes qui permettent d'avoir contact avec eux. Il y a des relations aussi de convention, des fois, qui sont établies avec des structures pour des questions d'acquisition. Donc en fait, il y a quand même des structures qui sont en contact avec les SAFER. Ça peut passer par peut-être une note technique sur des secteurs en jeu pigrièche qui peut être passée à ce moment-là aux SAFER et aux personnes qui passent par la SAFER et sensibiliser les techniciens. Puisque les SAFER, c'est pas qu'une instance politique, mais il y a aussi des techniciens SAFER qui sont impliqués à l'occasion, parfois détournés, hein, mais c'est quand même des gens qui sont impliqués des fois dans les snaps, les questions d'acquisition de secteurs en jeu, etc. Donc ça, c'est un peu à l'échelon local de voir quelle prise on peut avoir sur les affaires. Pour l'instant, l'échelon national n'a pas été travaillé sur cette question-là. C'est plus des questions locales, on va dire.
Alors, il y a d'autres questions auxquelles merci à la communauté là, d'avoir pu répondre. Il y avait une question sur les. Alors, a-t-on des cartes qui définissent les zones à enjeu PNA pour ces espèces, comme pour l'aigle de Bonelli par exemple? Mais ça, tu as présenté les choses Ouais, il particulièrement y a, juste il y a- là. il y a que l'Adréal Occitanie, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, qu'on a fait la demande, ce qui fait qu'ils les ont normalement au cours de l'année. C'était un des chantiers prioritaires pour le début. L'Alsace avait, enfin l'Alsace, enfin ex-Alsace du coup, avait fait ça aussi. À ma connaissance, je crois que c'est tout. En Aura, vous n'avez pas, je pense. Non, mais on a des zonages. Alors, effectivement, c'est peut-être moins Ouais, satisfaisant. Ça a le mérite quand même de définir un petit peu le domaine vital, en tout cas le périmètre géographique, hein, des domaines vitaux des espèces qui sont concernées par le PNA. Donc, voilà. c'est ce qui peut aider un petit peu à définir tout ça, et ça existe également dans d'autres régions. Mais voilà, c'est un peu région dépendant. Je sais que l'Adréal Occitanie, d'où la question à mon avis avec la Bonelli, est quand même assez en avance là-dessus et a des cartes assez fines. Mais oui, l'idéal serait que chaque région se dote de ce type d'outil qui est un appui pour les services instructeurs de cibler des zonages prioritaires ou non de ces espèces à enjeu PNA. Je crois qu'on a fait le tour des questions, sachant que, comme je disais, il y a déjà eu des réponses apportées, sauf si j'en oublie, auquel cas la personne qui se sent oubliée peut intervenir indirectement. Ouais, Je crois qu'on a... de toute façon, on va faire les deux dernières fiches d'action qui sont assez courtes, hein, puisqu'elles portent sur la communication et l'animation du PNA. Et puis après, derrière, on pourra se faire un temps d'échange peut-être un peu plus libre. Il devrait nous rester un quart d'heure, donc si quelques personnes veulent intervenir, ça sera le moment pour discuter un peu de tout ça. Alors, au niveau de la fiche Action 9, qui est de développer la communication, notamment pour le grand public, mais aussi des publics un petit peu plus spécialisés. Donc, c'est sensibiliser pour une meilleure intégration des modalités d'entretien et de gestion des milieux favorables. On a cité des grands acteurs tout à l'heure qui ont un impact, disons, lourds puisqu'ils sont tête de réseau. Bah, on citait l'ONF, la SNCF, RTE, etc. Donc eux, dans leur pratique à eux, ça couvre une large partie des habitats. Mais derrière, il y a un échelon plus fin, que ce soit des propriétaires de terrain ou aussi du monde agricole à des échelons plus petits. Voilà. Donc c'est sensibiliser aussi bah, les acteurs de l'entretien de ces milieux à un échelon plus fin pour qu'ils prennent en compte tout ça dans leur pratique. On peut penser notamment bah, à la présence des piliers. Il y en a plein qui ne connaissent pas forcément la pilièche et là où elle se trouve et derrière qui ont des pratiques qui ne sont pas adaptées en termes d'entretien des milieux. Sachant que ça bénéficie à tout le cortège d'espèces qui suit les piliers. Agir aussi pour la prise en compte dans les espèces protégées. C'est pas forcément des espèces qui sont toujours citées dans les espaces protégés, puisqu'elles sont quand même d'une biodiversité un petit peu plus ordinaire que celle qui est ciblée dans les espaces protégés. Et puis, il y a tout un volet sur la sensibilisation et la signalisation des atteintes aux habitats, qui peut être un levier. On peut aussi évoquer la sensibilisation du monde agricole par les lycées agricoles. On sait que c'est un moment où on peut capter un grand nombre de personnes qui vont travailler dans ce domaine-là, à un moment où ils sont un peu obligés d'être sensibilisés à ces espèces dans leur cursus, ce qui n'est pas forcément le cas une fois qu'ils sont qu'ils intègrent le milieu professionnel.
à part s'ils souscrivent à des MEEC, par exemple, ou dans les MEEC, ils ont une formation obligatoire liée aux enjeux de la MEEC. Voilà, on peut citer ça. Et par contre, j'avais pas fait de diapo sur le volet animation du PNA, parce que c'est pas le volet le plus stimulant pour vous, je pense. Mais du coup, il y a quand même vraiment deux volets très importants qu'on a évoqués. Le volet national, qui vise à coordonner le PNA, s'assurer que la feuille de route soit celle qui a été établie et qu'on essaye d'arriver aux objectifs qui ont été fixés dans cette ligne-là, mais aussi apporter un soutien technique par l'organisation de groupes techniques, de diffusion des compétences au sein du réseau, etc. Et puis un volet d'animation de ce PNA à l'échelon régional et local, puisque comme on le disait, un PNA, ça repose sur les actions qui sont faites par les acteurs locaux, et encore plus sur les PYH, puisqu'on brasse un très très vaste réseau d'acteurs. Un très très vaste réseau d'acteurs. Voilà, j'en ai cité quelques-uns, il m'en manque très certainement. Le fait d'avoir aussi élargi à la PYH Écorcheur, il y a des nouveaux qui s'intègrent au réseau PYH, hein. Je pense notamment à toute la frange nord qui est pas forcément mise dans ce diapo, mais aussi l'île de France. Ça va des collectivités aux agriculteurs, aux associations, aux différents parcs naturels, que ce soit nationaux ou régionaux, à énormément d'associations naturalistes, d'associations agricoles, mais aussi des échelons nationaux. On les citait, RTE, SAFER, les chambres d'agriculture, des organismes de recherche, l'OFB, les fédérations de chasse, etc., etc., sur lequel va reposer l'animation. Et en termes de gouvernance, alors comme on le disait, ça repose sur le duo DREAL coordinatrice et structure animatrice pour organiser et animer tout ce PNA, avec un copil qui aura lieu une fois par an. Et à chaque fois, chaque année, le bilan annuel et les perspectives pour l'année d'après. Ensuite, un comité technique qui s'est établi tous les 2 ans pour avoir un des aspects plus techniques, et puis des groupes de travaux qui seront à définir selon les besoins pour les différentes actions du PNA, et aussi diffuser les informations et les compétences techniques au sein du réseau. À noter qu'on cherche à organiser des rencontres de lancement pour début 2026. Pour ceux qui connaissent le réseau Busard, un peu sur le même type, probablement dans un lycée agricole sur 2 à 3 jours, histoire d'avoir des ateliers de travail, notamment sur le fameux guide technique ERC, des temps d'échange du réseau, des présentations, essayer d'y accoler le copil de lancement, etc. Donc avec un programme assez chargé qui permettrait d'animer la synergie de réseau et puis de rentrer dans une phase opérationnelle de toutes ces fiches actions. Donc je suis d'ores et déjà à la recherche d'une structure qui aurait les capacités d'organiser ça. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes intéressé par l'organisation de ces rencontres. Voilà, c'était ma petite annonce de fin. On va pouvoir passer au dernier temps d'échange. On est plutôt dans les temps. Il nous reste 10 minutes, un quart d'heure pour 16 heures. Je ne sais pas si ça a sollicité Moi, des réactions. J'ai une question Oui. à poser. J'ai des verres de LPO Limousin. J'ai trouvé très bien ce qu'avait mis ta prédécessrice,
Louise, là, de faire des lettres info Ouais, régulières sur ce qui se passe au niveau national, au niveau du réseau. Et oui. deuxièmement, je rebondis favorablement à ton questionnement de mettre des journées techniques. Mais est-ce qu'il ne serait pas souhaitable aussi de faire une espèce de colloque européen pour voir un peu ce que les autres pays européens font sur les pigrièches au niveau. Alors, Ouais, voilà. pour répondre à deux choses, alors enfin pour répondre à la newsletter, j'avoue que j'ai pas eu le temps de m'y repencher, ça nécessite un temps certain. Par contre, j'ai mis en place une boucle mail pour le réseau Pirièche. Je vous envoie le lien dans la discussion pour vous y inscrire et c'est aussi l'occasion d'y faire passer les actualités du réseau et d'échanger sur certains sujets. Pour ce qui est des rencontres européennes, il y en a déjà, enfin, du coup, il y a le symposium qui a eu lieu au Portugal récemment. Ça ne peut pas s'organiser annuellement ou sur des pas de temps très récents. Donc le prochain, je ne sais pas quand il aura lieu, mais voilà, l'objectif, c'est quand même d'en avoir régulièrement. Alors, c'est pas à une échelle européenne, mais c'est à une échelle un peu plus large, internationale. Ouais, ce qu'il y a, c'est que Ah, c'est au niveau international, oui. Mais au niveau ouais. européen, pour voir, par exemple, l'Europe du Nord, quand même, qui avait comment dire, des populations, notamment la pigriège grise, intéressantes, voilà. Ouais, bon, après, ils y Mm. participent et sachant que déjà des rencontres à l'échelle nationale, c'est très très lourd à organiser à l'échelle européenne. Voilà, sachant que le réseau est pas non plus hyper bien structuré à l'échelle européenne, étant donné que c'est des espèces assez communes. Donc c'est vrai que le réseau du symposium est pour l'instant un peu celui en vigueur sur ce type de rencontre. Je sais pas si ça. À la Sarre, ce qu'avait fait l'Auvergne, des rencontres sur les pigrièches, je trouve que c'était pas mal, quoi, hein, en janvier dernier, là, oui. Oui, bah, d'où Mm. l'objectif de faire des rencontres nationales début 2026 pour le lancement du plan, pour rassembler tout le monde. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait eu d'autres remarques. En tout cas, dans le chat, je pense qu'on a répondu à peu près aux questions qui ont été posées. Mais il y a peut-être d'autres Ouais. interventions, si quelqu'un souhaite intervenir. Ouais. Oui, Justin, bonjour. Ouais, Julie de la métropole Aix-Marseille. On s'était rencontrés là, en novembre dernier sur la journée technique Pigrièche à La Barbin. oui, effectivement. Euh, à l'occasion de cette journée, tu sais, je t'avais fait part de mon besoin d'outils de com, Ouais. genre les expos, les kakémonos, les dépliants. Du coup, voilà, c'est la question que j'avais posée dans le chat. Qui c'est qui va porter du coup le projet de com, en fait, c'est le PNA, comment ça va se passer? Ça sera le Euh, réseau entier qui va y bosser dessus? il y avait eu des initiatives locales qui avaient été faites, notamment, il me semble, au niveau Aura. J'avoue que pour l'instant, c'était pas forcément dans l'ordre des priorités en termes de lancement du PNA, mais je sais que c'est un point qui m'est remonté régulièrement et qui va être à réfléchir rapidement. Donc, à voir si quelqu'un est en capacité de le faire au sein du réseau ou si c'est à animer à l'échelle nationale. D'accord. Désolé, je sais que ça répond pas tout à fait à ta question, mais Oui, non, je sais, ouais, forcément, du coup, enfin, du coup, la métropole a pas mal avancé sur ouais. l'amélioration des connaissances, sur le travail avec tous les acteurs et tout. Disons que quand j'ai lu le déroulé, j'ai fait bon, on a quand même réussi à cocher quelques petites cases à la métropole. Et voilà, sur l'aspect communication, c'est vrai que c'est là où on aurait voulu aller, mais bon, on, on fera, Il on est fera bien en tête ensemble par la suite, ouais. et il est bien inscrit. Voilà. Ouais, Même, Ok. juste pour compléter, enfin, pour réagir là-dessus, hein, sur les financements que Justin a présenté, enfin, il y a tout l'aspect coordination là, en lien avec l'animateur national, hein, bien entendu. Mais quand vous avez des projets bah, avec une envergure nationale,
faire remonter prioritairement à Justin. Et sur la capacité, on va dire, de l'État à pouvoir financer ce type de projet, plus vous ferez votre demande de manière anticipée. Je pense notamment à des fonds type fonds verts qui sont mobilisés dès le début d'année, enfin en flux continu, mais plus vous allez vous positionner tôt, plus on sera en capacité ensuite de porter ces projets, voire de les financer s'ils répondent aux critères d'éligibilité. Donc, ça nécessitera une bonne coordination entre animateurs des déclinaisons régionales, animateurs nationaux et en lien avec les structures de réelles coordinatrices. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Bah, bonjour, c'est Guillaume, vous m'entendez? Ouais, Je sais pas si on m'entend. Vous m'entendez? Si, on on t'entend. t'entend. On t'entend. Ouais, Justin, du coup, c'est Guillaume de l'OHANA. Oui. Je reviens, je m'excuse, je suis jusque boutiste, mais on a un PNA Pigrièche avec une Pigrièche là qui nous est présentée qui n'existe pas. Oui, bah, en ça, fait, ça pose question quand même. Et honnêtement, on est parti pour un PNA qui va durer 10 ans. Enfin voilà, je suis ornitho, ça fait 10 ans qu'on travaille sur la pie-grièche et avoir un logo avec une pie-grièche qui n'existe pas, je bloque. Je suis désolé. pas de souci, je comprends. Mais bon, après, du coup, on prend laquelle, étant donné qu'il y en a 5. Le but, c'était d'avoir un truc qui était neutre. Mais je vois à quel pigrèche tu pourrais faire référence. Et bon, ça peut être discuté, mais pour l'instant, il n'a pas été très utilisé en dehors alors, en dehors de là, parce qu'il fallait que j'ai un peu de contenu pour le diapo, mais ça peut être à réfléchir. On peut l'ombrager. Si tu veux pas mettre, on peut faire un ombrage comme sur d'autres PNA, je pense au PNA loutre, où c'est un Oui, ombrage de loutre, une forme. Mais c'est vrai que là, bon, pour des questions de crédibilité, je pense que c'est important quand même qu'on fasse pas. pas de Enfin, voilà, souci. Après, je t'avoue qu'on a Ok. été un peu dépassé par la priorité de faire sortir ce PNA. Il a pris plus de temps que prévu, pour diverses raisons. Mais oui, Ok. je note. Ok. Dans le chat, je me suis permis de mettre le lien vers l'inscription au Frama Group. Et puis mon adresse mail, si jamais il y avait des questions qui revenaient après ce webinaire, faut pas hésiter à me solliciter à ce sujet. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai aussi fait en sorte d'enregistrer le webinaire. Il me reste juste à résoudre la question de comment le diffuser, mais je vous ferai part des modalités via la boucle réseau PyRiH. Ouais, Justin, je reprends là des questions sur l'éventualité de mettre en place un SharePoint pour PyGriH. Ouais, Je pense que la remarque est pertinente et ça marche plutôt bien là pour d'autres PNA, donc oui, oui, c'est oui. chouette de mettre en place rapidement. Euh, voilà. Et il y a Gaël qui pose une question sur les liens prévus avec d'autres PNA, donc l'aspect transversalité. Euh, Vaste sujet qui revient régulièrement pour trouver une articulation entre les différents PNA, qui est tout à fait légitime. Et c'est vrai que parfois on a des difficultés à trouver, alors non pas les sujets, les thématiques, ça, il y en a à foison, mais c'est de trouver le temps pour faire, pour faire preuve de transversalité. Donc je sais qu'au niveau régional, il y a des initiatives qui se font. Au niveau national, Justin, est-ce que toi, tu as des éléments de réponse par rapport à ça? Alors, à l'échelon national, on va avoir pour la première fois une rencontre inter-PNA à l'automne, qui est organisée par le ministère et la SHF, ce qui aussi permet de nous mettre en relation avec les autres animateurs et trouver du lien.
Je sais qu'on va avoir un gros volet aussi sur tout ce qui est réflexion au niveau des MAEC. Voilà, je suis sur d'autres PNA et à la LPO, on est sur d'autres PNA, donc on va essayer d'avoir une réflexion un peu mutualisée sur ce sujet-là, parce qu'on est quand même 4 PNA, enfin, du moins en interne, sur des thématiques des MAEC, mais on va essayer d'élargir à d'autres PNA sur les réflexions MAEC. Donc on essaye de trouver une synergie avec d'autres PNA, c'est pas toujours simple. Je sais qu'il y en a qui réfléchissent à des demandes de financement avec plusieurs PNA, notamment sur les questions de haies, avec le PNA Vipère qui arrive et le PNA Chiroptère qui est en vigueur. Ça peut faire un triptyque pas inintéressant au niveau de la gestion, restauration des haies. Enfin voilà, il y a quelques petites choses comme ça qui sont possibles de faire pour trouver de la synergie avec d'autres PNA. Ouais, j'ajouterais que donc il appartient vraiment aux animateurs, hein, au niveau régional ou national, hein, de se mettre en relation là pour trouver des éléments, enfin, ces synergies-là, et que ces synergies sont vues, bien évidemment, de la part du ministère et des DREAL très positivement, euh, notamment pour répondre aux critères d'éligibilité, hein, sur certaines actions qu'on sera en capacité de financer. Et il y a des choses, hein, sur enfin, des projets qu'on a eu à traiter, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, hein, des sujets qui ont émergé, et avec une volonté d'avoir une approche un petit peu plus globale pour, pour recouper finalement des actions qui sont prioritaires sur différents PNA. Donc, en tout cas, à pousser dans les années à venir. Voilà, si jamais il n'y a pas d'autres réactions ou questions, on est pile à l'heure. Pour l'instant, il est 16 heures. Voilà, donc on va pouvoir clôturer s'il n'y a pas d'autres interventions. Et sinon, je vous invite à me solliciter et à ne pas hésiter à me solliciter. Pas d'autres réactions ou questions? Bon, bah, je sais pas, Frédéric, si tu as un mot à dire pour la fin. Bah, enfin, déjà, remercier là, toutes les personnes qui ont souhaité assister à ce webinaire. Je pense qu'on a été plus de 150, donc ça montre que le sujet de grillage intéressait pas mal de monde. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il reste à mobiliser là, l'ensemble des acteurs et à ce qu'on puisse un peu transformer l'essai et qu'on mette en œuvre ce PNA, quoi. Et puis, un petit remerciement, alors à la fois à l'ensemble, hein, du comité, on va dire, de rédaction, hein, qui a participé à l'élaboration du PNA, euh, aux animateurs, enfin, je vais dire vraies coordinatrices, mais animateurs régionaux qui ont porté le sujet alors que le PNA était un petit peu en suspens pendant quelques années, mais ça s'est poursuivi malgré tout. Et on remercie à ce réseau qui est dynamique et qui fait vivre, enfin, entre guillemets, l'enjeu Pirièche, hein, dans le cadre du PNA. Et un petit merci aussi à Justin, hein, parce que Justin, en fait, il assure l'intérim là actuellement sur l'animation du PNA Pirièche. Donc, on l'aura peut-être pas jusqu'à la fin de l'année. Mais merci d'avoir assuré au pied levé l'animation du PNA pour le propulser en ce mois de juin. Voilà, merci à tous. Merci à tous. Merci, bon, merci. Au revoir. Salut. Merci et bonne fin de journée. Oui. Merci, au revoir.